Salam alaikum. Je remercie professeur Brimi, ma chère professeure Moussaoui, pour l'invitation, pour vous parler d'un exemple de gestion des symptômes cardiovasculaires liés à l'anxiété par la thérapie cognitivo-comportementale. Je vais prendre comme exemple type les attaques de panique dans le cadre d'un trouble panique. Pour aller droit au but, la première étape de la TCC est le diagnostic. Il faut poser le diagnostic du trouble panique en premier, c'est une étape indispensable parce que chaque trouble psychiatrique a un schéma thérapeutique TCC différent. Deuxièmement, il faut éliminer les contre-indications de la TCC, par exemple les patients suicidaires ou bien psychotiques en phase aiguë. Généralement, le trouble panique nécessite 7 à 8 séances TCC, peut-être plus, mais parfois moins. C'est un rappel des critères diagnostiques du trouble panique et de l'attaque de panique. Je passe. Après avoir posé le diagnostic, il vaut mieux détailler l'histoire de la maladie à viser la recherche d'éléments qui vont nous aider par la suite dans la thérapie. Il faut détailler l'histoire actuelle de la maladie, voir comment se déroulent les journées du patient, lui demander de nous raconter une de ces journées types, évaluer les attaques de panique, leur nombre, leur durée, leur retentissement social, professionnel et autres, et chercher, c'est très important, les signes somatiques les plus inquiétants pour le patient et les signes somatiques qui précèdent directement les attaques de panique. C'est la principale cible thérapeutique de la TCC. Et aussi, les facteurs précipitants, ça va nous servir pour le maintien de la guérison et la prévention de rechute, comme les cafés, les événements stressants. On jette un bref aperçu sur l'histoire ancienne du trouble, ou bien même avant le trouble, l'histoire de vie du patient, l'enfance, s'il y avait des traumatismes. Et chez les patients paniqueurs, on trouve parfois, plus que parfois, des décès liés à des causes dont les symptômes sont semblables aux signes somatiques déclencheurs de l'attaque de panique. Par exemple, si le signe somatique déclencheur de l'attaque du panique de patient est une tachycardie, il n'est pas rare de trouver dans son histoire qu'il était témoin visuel ou auditif d'un décès par arrêt cardiaque. L'étape suivante est l'analyse fonctionnelle, qui est un modèle ou bien une analyse suivant le modèle TCC d'une attaque de panique. C'est-à-dire, on va prendre une situation pour pouvoir voir comment se déroule l'attaque de panique selon le modèle TCC. Je vais vous montrer un exemple fait par une patiente au sein du cabinet. Et on va expliquer et attirer l'attention du patient sur pourquoi ce trouble persiste, pourquoi il n'a pas eu une seule attaque de panique, mais plusieurs. Pour cela, comme j'ai dit, on choisit une situation, c'est-à-dire une attaque de panique dont le patient se rappelle très bien, et on laisse le patient, moi personnellement, je laisse les patients écrire. Cette analyse fonctionnelle, ça ne s'affiche pas. Merci. L'analyse fonctionnelle, comme j'ai dit, divise l'attaque de panique selon le modèle TCC en situation, signes somatiques, idées, émotions et signes corporels, comportement de sécurité et résultats. Par exemple, pour cette patiente, l'attaque de panique qu'elle a choisie, c'est une attaque de panique qu'elle a eue l'année dernière au sein de sa cuisine quand elle a goûté pour la première fois des œufs de dinde. Le signe somatique qui a déclenché l'attaque de panique, c'était des palpitations, suite à quoi elle a eu des idées catastrophiques comme « je vais mourir », je vais faire un choc anaphylactique, je vais m'évanouir. Vous l'avez remarqué, la patiente est médecin, c'est pour ça qu'elle utilise le jargon médical. À côté, à cause de ces idées négatives, elle a eu des signes d'anxiété, des signes somatiques et des signes psychiques comme la peur,
la diarrhée, les vomissements, l'asthénie, la chaleur, les épigastralgies, les vertiges, l'oppression thoracique et un blocage de la pensée. Suite à cette situation de panique, elle a fait plusieurs comportements de sécurité qui sont chercher les signes qu'elle présente et leur interprétation sur Internet, s'allonger et تسمع القرآن, et elle a aussi cherché les autres signes de choc anaphylactique. Le résultat, comme toute attaque de panique, était l'épuisement. Et cet épuisement est une fragilité émotionnelle et psychiatrique qui va rendre le patient vulnérable à faire par la suite d'autres attaques de panique dans des situations semblables ou bien différentes. Merci. Shukran. Donc, on travaille l'analyse fonctionnelle, comme j'ai dit, qui est une présentation ou bien une analyse suivant le modèle TCC de l'attaque de panique avec le patient au sein du cabinet. On lui donne, après l'analyse fonctionnelle, après avoir fait l'analyse fonctionnelle au sein du cabinet, on lui donne l'exercice de faire le même travail chez lui, mais en utilisant un tableau qui contient les mêmes données. Le patient doit remplir ce tableau par les attaques de panique qu'il a eues, soit des anciens ou bien des nouvelles. Le plus important, c'est qu'il doit se rappeler très bien du déroulement de l'attaque de panique. Le tableau que j'utilise actuellement est celui-ci. Ici, le patient va décrire la situation, où il était, quand, qu'est-ce qu'il faisait avec qui. Il va préciser, et c'est primordial, le signe somatique déclencheur de l'attaque de panique. Comme pour cette patiente, c'était des palpitations. Ça peut être des vertiges ou autres. L'interprétation, qui est l'étape primordiale de la thérapie cognitive de l'attaque de panique. On va revenir un peu à cette analyse fonctionnelle que la patiente a fait. Et on va voir ici que après avoir eu des palpitations, il y avait une étape qu'elle n'a pas mentionnée, mais sur quoi le thérapeute doit attirer notre attention, qui est l'interprétation que la patiente a donnée à ces palpitations. C'est-à-dire, dans cette situation, il a eu des palpitations qu'elle a interprétées comme étant graves. Et c'est la clé du trouble panique. C'est pour ça qu'elle a eu ces idées catastrophiques et ces signes somatiques d'anxiété. Donc, on donne aux patients cet exercice de tableau. Il faut voir les enfants à terre, les écrans, il y a beaucoup de responsabilités. Bref, bon, j'ai dit que devant des attaques de panique, le schéma TCC, le schéma thérapeutique, c'est premièrement le diagnostic, approfondir l'histoire de la maladie, faire l'analyse fonctionnelle au sein du cabinet avec le schéma et attirer l'attention du patient sur une étape qui est automatique, qu'il ne remarque pas, qui est l'interprétation catastrophique qu'elle donne aux signes physiques. Après, on lui donne cet exercice à faire chez lui en précisant les attaques de panique qu'il a eues, les sons somatiques déclencheurs, son interprétation et les idées secondaires. Donc les idées de je vais mourir, je vais faire un choc anaphylactique, je vais m'évanouir. Les signes émotionnels et les signes somatiques, la peur, les sueurs, les diarrhées et autres. Et le comportement de sécurité qu'il a fait, par exemple partir aux urgences ou bien autre, et les résultats qu'il a obtenus, c'est souvent un épuisement. Je vais vous montrer, si ça marche, l'exemple d'un tableau d'auto-observation fait par la même patiente où elle a mentionné les différentes attaques de panique qu'elle a eues. Donc, elle a fait le même tableau que j'ai montré chez elle.
la première attaque de panique qu'il a mentionnée, c'est, je pense, le même jour de l'analyse fonctionnelle. Elle était dans son lit, elle était en train de chercher les symptômes, ou bien une explication des symptômes qu'il a eu l'année précédente quand il a dégusté donc les œufs de dinde. Il a senti une oppression thoracique qu'il a interprétée comme étant grave, et il a eu des pensées secondaires comme je vais mourir, j'ai une maladie grave du cœur. Pour cela, ça a déclenché une anxiété avec ses signes somatiques et psychiques comme la tachycardie, صرفة, إحساس أني سأفقد الوعي, les sueurs et autres. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a écouté le Coran, il s'est allongé, mais finalement, il n'a pas pu résister. Donc, il a réveillé son mari pour partir aux urgences somatiques. Le résultat était un épuisement physique et émotionnel. Et il s'est endormi à 4 heures du matin à cause de la fatigue. Le deuxième tableau, c'est le même exercice. Juste, je voulais attirer votre attention sur 1, 2, 3, 4. La situation, attaque de panique numéro 4. Là, la patiente n'a pas fait d'attaque de panique. Juste, elle était dans son lit. Elle a eu le même symptôme qui est oppression thoracique, mais regardez ici, il l'a interprété comme étant pas très grave. C'est pour ça qu'il s'est dit que radie douce, ça va passer, et il a présenté une petite tachycardie qu'elle a négligée. Il a scrollé son téléphone et il n'a pas fait d'attaque de panique. Déjà depuis l'analyse fonctionnelle, il a commencé à critiquer l'interprétation catastrophique du signe somatique. Après le tableau, le patient va revenir à la thérapie, au cabinet, et c'est là qu'on va commencer le travail de la motivation, qui consiste à garder le patient dans le protocole TCC. Pour motiver le patient à suivre la thérapie, premièrement, au début de chaque séance, il faut montrer son intérêt, il faut voir l'exercice fait par le patient, demander comment il allait durant les jours qui ont suivi la dernière séance et essayer de résumer ensemble ce qu'on a travaillé durant surtout la dernière séance. Après, on va attirer son attention sur le retentissement des attaques de panique sur sa vie quotidienne pour le motiver à travailler plus pour la thérapie, et on va l'inviter, si on veut, à imaginer ce qui peut changer positivement après la guérison, Inch'Allah. Après l'étape motivation vient l'étape primordiale qui est l'étape cognitive. Donc, bon, comme on a vu, l'attaque de panique, pour sa définition TCC, c'est une interprétation catastrophique d'un signe somatique bénin comme étant grave. Donc, l'étape cognitive consiste à atténuer ces interprétations, mettre en évidence encore l'origine cognitive de l'attaque de panique et l'interprétation catastrophique des symptômes bénins, et mettre ou bien attirer l'attention du patient sur une augmentation chez lui erronée de la probabilité de gravité et la faible estimation de ses capacités à faire face. Les deux lignes, c'est la définition de tout patient anxieux. Toujours l'anxiété, ça veut dire qu'on surestime le danger et on sous-estime nos capacités à faire face. Après cette étape, on va partager clairement l'objectif de la TCC avec le patient, qui est l'atténuation progressive des interprétations catastrophiques des signes somatiques déclencheurs. Et, si possible, devenir capable de banaliser ces sensations, les ignorer si possible. Et il faut bien expliquer aux patients que les déclencheurs somatiques ne vont pas disparaître parce qu'ils sont physiologiques, ils sont présents chez tout le monde. L'étape 3, l'étape cognitive 3, c'est le changement. On le fait souvent par écrit, c'est mieux. Et durant cette étape, on va chercher les interprétations alternatives aux déclencheurs somatiques, c'est-à-dire qu'on va chercher d'autres causes possibles des palpitations, par exemple pour cette patiente, pour remettre en question l'interprétation catastrophique, citer d'autres causes du signe somatique déclencheur, citer les arguments pour
et contre chaque cause, y compris l'interprétation catastrophique, et se focaliser surtout sur les arguments logiques non anxieux qui manquent à l'interprétation catastrophique. Il ne faut pas mélanger les signes somatiques déclencheurs aux signes somatiques de l'anxiété. On les différencie par la chronologie de leur survenue. Pour la TCC, c'est une thérapie logique qui ne néglige pas ce qui est possible, mais il donne à chaque hypothèse sa vraie valeur. À la fin de cette étape cognitive, on donne aux patients l'exercice de compléter le travail déjà commencé au cabinet, c'est-à-dire chercher d'autres interprétations alternatives. Je vais vous montrer un exemple. Au sein du cabinet, avec la même patiente, on a essayé d'énumérer quelques causes de palpitations et je lui ai demandé de faire 2 exercices chez elle. Dessiner un schéma de ces causes et deuxièmement, caractériser les types de palpitations en urgent, bénin et urgent non sérieux. Il est revenu par la suite avec un très beau travail qui est celui-ci. Il a cherché toutes les causes possibles de palpitations, y compris les cardiopathies, mais il a commencé à voir qu'il y a d'autres interprétations pas très catastrophique et il n'a pas fait le schéma, mais c'est pas grave. Et il a caractérisé les schémas, les attaques de panique, en 3 types. Et il s'est avéré que seulement dans 5 à 10% des cas, les attaques de panique présentent une urgence médicale. Après cette étape cognitive, après cette étape cognitive, qu'on peut répéter plusieurs fois s'il y a plusieurs signes déclencheurs. Sinon, on le fait une seule fois. On passe à l'étape comportementale. Cette fois-ci, les comportements, on ne va pas les atténuer parce que les comportements de sécurité sont des stratégies d'évitement qui aggravent les troubles anxieux. L'objectif est de les supprimer. Pour cela, on va premièrement expliquer au patient pour le préparer à abandonner ses comportements de sécurité que l'anxiété varie et son évolution varie selon si on utilise ou pas un comportement de sécurité. C'est-à-dire, on va lui expliquer par un dessin que l'anxiété baisse spontanément avec le temps si on reste dans la même situation sans comportement de sécurité. On peut lui dessiner un petit schéma comme celui-ci pour lui montrer que oui, dans des situations anxiogènes, l'anxiété monte, devient constante, mais si on ne fait pas de comportement de sécurité, il finit toujours par baisser. Et plus on répète cet exercice, plus l'anxiété commence à baisser durablement et plus rapidement. Et même la montée devient plus faible. Sinon, si on utilise les comportements de sécurité, la baisse de l'anxiété est rapide, mais elle n'est pas durable, c'est-à-dire le patient va enchaîner plusieurs attaques de panique et ça va faire durer son trouble. Après avoir travaillé et attirer l'attention sur le changement de la courbe de l'anxiété, on va tracer avec le tableau avec le patient un tableau d'évaluation et d'auto-observation sur lequel on va identifier les comportements de sécurité. On peut utiliser le tableau, le premier tableau, pour énumérer les comportements de sécurité et chercher d'autres. Et puis, on va lui faire un petit exemple, travailler un comportement de sécurité avec lui au sein du cabinet et lui demander de continuer chez lui. Le tableau que j'utilise actuellement est celui-ci. On va énumérer ici les comportements de sécurité, leur degré d'usage. Par exemple, il y a des patients que, suite à chaque attaque de panique, elles partent aux urgences organiques, c'est-à-dire les urgences organiques en comportement de sécurité. Le degré d'usage, c'est 10 sur 10. Le comportement alternatif qu'on va chercher, c'est tout simplement laisser l'anxiété baisser, rester chez lui, s'asseoir sans partir aux urgences. Et le patient va mentionner à fur et à mesure le degré dans son recours à ce comportement alternatif et
la satisfaction, ou bien sa satisfaction de ces résultats. Aussi, celle-ci, c'est une étape de motivation. Le patient va voir l'évolution et va être motivé pour supprimer d'autres comportements de sécurité. Pour les observations, les patients observent souvent que les attaques de panique commencent à baisser et les sensations physiques s'atténuent. C'est pas que les sensations physiques s'atténuent, mais c'est l'attention que le patient porte à son physique qui s'atténue. J'ai pas d'exemple parce que je suis à cette étape avec cette patiente. Après cette étape comportementale, on va demander au patient de remplir le tableau quand j'ai dit, en faisant ce qu'on appelle l'expérimentation. C'est quoi l'expérimentation? C'est remplacer, comme j'ai dit, chaque comportement de sécurité par un comportement alternatif sain. Et on travaille avec le patient un seul comportement et le continuer, mais selon le rythme du patient. Il y a des patients chez lesquels on a besoin de faire une séance pour chaque comportement de sécurité. Ça dépend du rythme de chaque patient. Cette étape comportementale est aussi cognitive parce que l'expérimentation lui permet de voir encore plus que les signes somatiques déclencheurs n'est pas grave et que le scénario de mort catastrophique, anxieux, ne se réalise pas. Alors, le patient, comme j'ai dit, dans les observations, va devenir de plus en plus inattentif vis-à-vis des signes somatiques. En dehors du cabinet, comme j'ai dit, il va appliquer les comportements alternatifs et noter ses observations. Et après cette étape comportementale, qui peut prendre 1 à 3 séances, on passe à l'étape émotionnelle. Parce que oui, la TCC cognitive va atténuer les interprétations, la thérapie comportementale va supprimer les comportements, mais l'anxiété persiste parce qu'il a appris à être anxieux. Donc, comment baisser l'anxiété? C'est par l'exposition, qui permet de baisser l'anxiété par le temps jusqu'à la faire disparaître. Et donc c'est une première étape. La deuxième étape, c'est l'exposition active, c'est-à-dire on va demander au patient de déclencher lui-même la situation qui déclenche le signe physique, par exemple l'exercice physique ou bien la montée et la descente des escaliers. Après cette étape d'exposition, on va passer à la généralisation à d'autres déclencheurs, s'il existe bien sûr d'autres signes somatiques. On va suivre les mêmes étapes cognitives, comportementales et émotionnelles pour traiter les autres signes somatiques déclencheurs un par un s'il existe. Parfois, comme j'ai dit, la généralisation est automatique, comme le trouble anxieux se généralise automatiquement, même la guérison se généralise automatiquement. À la fin de la thérapie, si la TCC a réussi, on va travailler pour maintenir cette guérison et prévenir les rechutes en demandant au patient de résumer la thérapie pour voir s'il a bien compris, se décrire avec le trouble, comment il était et comment il se voit après la guérison. Et il faut repérer avec le patient et résoudre les situations à risque de rechute comme les comorbidités, par exemple dépression, les phases ou bien les épisodes ou bien les périodes stressantes comme les examens, les voyages, les conflits familiaux, faire si besoin des séances de gestion de stress et de résolution de problèmes. Si la TCC échoue, il faut se poser le diagnostic au début, si on a bien fait le diagnostic. Deuxièmement, si le diagnostic est le bon, chercher les comorbidités qui peuvent freiner la thérapie, comme la dépression. Sinon, il faut vérifier si le patient a toujours recours à des comportements de sécurité, comme la prise de benzodiazépine. Et je vous remercie.